Pendant des milliers d'années, mes ancêtres ont vécu sur cette terre. Ils marchaient pendant des jours et des jours, juste pour chasser et nourrir leur famille. C'étaient des gens très forts. Je suis fière d'être une Kashogotinée. Je m'appelle Twyla. Je suis sûre que tout le monde a eu une période compliquée dans sa vie. Moi, j'ai vécu une période où j'étais perdue. Je perdais mon lien avec la terre. Alors mon père m'a emmenée sur nos terres et il m'a parlé. Il avait beaucoup de choses à me dire. La terre m'a aidée à retrouver mon chemin, à reprendre le contrôle de ma vie. Maintenant, je suis convaincue qu'il est de ma responsabilité de protéger cette terre. Et c'est ce que je vais faire. La forêt boréale du Canada. 270 millions d'hectares d'arbres, de lacs et de rivières qui s'étalent sur près de 60% de la superficie du pays. Elle est parmi les forêts primaires les mieux préservées au monde. Un puissant puits de carbone et un refuge pour une biodiversité exceptionnelle. Malgré des températures hivernales qui frôlent parfois les moins 50 degrés, elle abrite aussi la majorité des peuples autochtones du Canada. Pendant des millénaires, ces nomades chasseurs-cueilleurs ont su préserver cette forêt grâce à leur lien intime avec la nature. Avec l'arrivée des Européens et la découverte du pétrole et des richesses minières, les peuples autochtones ont été dépossédés de leurs terres. Aujourd'hui, avec le réchauffement climatique et l'intensification de l'extraction des ressources, la forêt boréale du Canada n'a jamais été aussi en danger. Face à ces menaces, les Premières Nations ont décidé de se battre avec comme premier objectif celui de faire respecter leurs droits territoriaux. Une lutte entendue par le gouvernement canadien qui a enfin reconnu en 2017 le rôle vital des peuples premiers dans la préservation de l'écosystème et qui a apporté son soutien à la création d'un réseau national de gardiens de la terre. Plusieurs centaines de gardiens sont répartis à travers le pays. Parmi eux, Twyla, une jeune membre de la communauté Kashogotinée, le peuple des saules pleureurs. Sarah, dépêche-toi. Pour cette jeune mère de 4 enfants, les paroles de ses ancêtres sont le socle de la pensée des gardiens de la forêt. Nous prenons soin de la terre et la terre prend soin de nous. On a donc toujours été des gardiens. Tu connais le nom de l'arbre là-bas? Non, c'est quoi? C'est un épicéa. À votre avis, à quoi sert la gomme d'épinette? À maigrir? À maigrir? Non. On l'utilise pour les blessures, quand on a mal aux dents et quand on est malade. Maman, est-ce que c'est jaune? Oui. J'en vois là. Là, voilà. Vous voyez? Brooklyn, viens. Vous voyez ici? J'en vois. C'est de la gomme d'épinette. On fait des médicaments avec ça. On la fait bouillir. Juste un petit morceau. Mâche-la. Ça enlèvera tous les mauvais microbes de ta bouche. Alors? C'est un drôle de goût. T'aimes pas? Quand tu prends quelque chose de la terre, il faut donner quelque chose en retour. Mais si tu n'as rien à offrir, tu parles à l'arbre.
Et tu dis « Merci de m'avoir aidé à soigner mes douleurs. Merci, arbre, pour votre médicament. Pour soigner ma blessure. Pour soigner ma blessure. » Ne dérangeons pas les arbres. Il ne faut pas l'embêter parce qu'on a déjà ce qu'il faut. Il ne faut jamais trop en prendre. On ne prend que ce qu'il nous faut. On peut lui faire un câlin? Tu peux faire un câlin à un arbre si tu veux. Depuis que je suis enfant, toutes les connaissances que j'ai recueillies de la vie traditionnelle, je les dois à mes grands-parents, mes parents et les membres de notre communauté. Ils nous ont toujours dit de nous tenir prêts, parce que quelque chose arrivera dans le futur, quelque chose de mauvais, mais nous serons préparés. Si les aînés de Twyla lui ont toujours appris à se préparer à l'inattendu, peut-être est-ce en réaction au cataclysme qu'a provoqué l'arrivée des Européens au XVe siècle dans leur communauté. De nombreux ancêtres de Twyla, la plupart des autochtones de l'époque, ont alors été décimés par des maladies apportées par les colons. Quant aux survivants, ils ont été forcés en seulement quelques générations à se sédentariser. Dans des villages construits à la hâte, les colonisateurs leur ont imposé un nouveau mode de vie, loin de leurs forêts et loin de leurs traditions. Descendants du peuple d'Aînés, les Kashogotinés vivent dans l'un de ces villages depuis 1805. Ancien poste de trappeurs, Fort Good Hope est situé sur la rivière Mackenzie, dans le nord-ouest de la forêt boréale canadienne. Au revoir, maman. Au revoir ma biche, je t'aime. Mes ancêtres n'ont jamais vraiment vécu dans un village comme celui-ci. Leur seul moyen de transport était leur attelage de chiens. Ils ne pouvaient pas faire leurs courses comme on le fait aujourd'hui. Ce n'était pas comme ça autrefois. Au fil du temps, les Kashogotinés se sont habitués au confort de la vie moderne. Mais à Fort Good Hope, les cicatrices de leur passé douloureux perdurent. Voici notre église. Notre jolie église. Aujourd'hui, il y a moins de gens qu'avant qui vont à l'église. C'est sans doute parce qu'ils éprouvent encore de la rancœur vis-à-vis de l'église. C'est une des périodes les plus sombres de l'histoire du Canada. Pour affirmer leur contrôle sur les territoires autochtones, à la fin du 19e siècle, le gouvernement et l'Église ont mis en place un vaste programme d'assimilation. Pendant plus d'un siècle, ce sont plus de 150 000 jeunes autochtones qui ont été arrachés à leur famille, pour être envoyés dans des pensionnats où leur culture a été gommée et la pratique de leur langue interdite. Certains ne savaient même pas ce que devenaient leurs enfants. Beaucoup sont morts et ont été enterrés à l'extérieur de leurs écoles. Déracinés de leur communauté, les jeunes autochtones ont peu à peu perdu les connaissances ancestrales qui les liaient à leur forêt. La renaissance de la culture d'Aînés est l'une des clés de la préservation de nos forêts. C'est pour ça qu'on a créé le réseau des gardiens de la terre. Notre culture a été créée à partir de la terre et elle contient tout ce dont on a besoin pour en prendre soin. Créé en 2019, le programme des gardiens de Fort Good Hope a rapidement joué un rôle important dans la préservation d'une vaste partie du territoire. En tant que gardiens, nous sommes les yeux et les oreilles de la terre. Grâce à des sorties sur le terrain et la surveillance de l'environnement, on veille sur les forêts, la faune, l'eau, les poissons. On va mettre un gardien dans l'hélicoptère pour récupérer les 4 dernières. Aujourd'hui, Twyla et ses collègues préparent une sortie afin de récupérer des caméras d'observation posées stratégiquement sur le territoire. Frank, John, venez.
Je vous entends pas, comment? Le programme des gardiens remet au premier plan les savoirs des anciens. Alors que les aînés avaient enfoui des pans entiers de leurs connaissances et de leur culture, Twyla et les jeunes membres de son équipe les incitent aujourd'hui à les partager. Car pour être un digne gardien de la forêt, savoir veiller sur son équilibre et la protéger, cette jeune génération doit retrouver une relation intime avec elle et les êtres vivants qui la peuplent. En écoutant leurs histoires, je sais dans quelle partie de la forêt se trouvent tels animaux, telle baie, telle plante médicinale. Le nom d'une rivière ou d'un lieu sacré, un souvenir ou une histoire. Pour Twyla et les autres gardiens, chaque seconde passée aux côtés de ses aînés est précieuse. C'est un endroit très fragile. Et l'une de nos règles est de ne jamais toucher un barrage de castors. Il retient l'eau pour les autres formes de vie, telles que les poissons et leur nourriture, les rats musqués, les visons. Le castor retient l'eau pour toutes ces espèces. C'est pour ça qu'on dit dans notre langue, c'est précieux. On doit donc le protéger. Bon, allez. Je veux pas trop faire la morale. Merci, j'adore. Né au cœur de la forêt il y a plus de 70 ans, Frank Tessele et son frère John connaissent tous les recoins du territoire. Tout le monde m'entend? Tout le monde va bien? Vous êtes prêts à partir? Oui, je vais bien. Parfait. Figure historique du peuple d'Aînés, aujourd'hui les deux frères partagent leurs expériences avec Twyla et ses collègues en tant que conseillers pour les gardiens. Frank et John se sont battus toute leur vie pour les droits environnementaux et l'indépendance des peuples autochtones. Il fait moins 29, ça s'est réchauffé. En hiver, on pourrait croire qu'on regarde une forêt vide, mais c'est pas le cas. Il y a des élans, des castors, des loutres et des visons autour de ces lacs. On trouve toutes sortes de créatures ici, à part les chimpanzés. Sean est né là, en bas. Je me souviens d'avoir voyagé par ici avec ma famille et notre attelage de chiens. Il y a beaucoup de traces d'élan. Ouais. Mais pas beaucoup de caribous. Il y avait tellement de caribous avant. Maintenant, il n'y en a presque plus. Ma mère m'a dit que tout a été anéanti après la ruée vers l'or dans le Yukon. La population des animaux a chuté. Les caribous, les élans, les ours, même les poissons. Le désastre écologique de la ruée vers l'or s'est produit à la fin du 19e siècle, bien avant la naissance de Frank et John. Mais la dégradation de la forêt liée aux activités humaines n'a jamais cessé depuis. Les deux frères en ont été les témoins. Déterminés à protéger leurs terres, ils ont commencé à faire entendre leur voix il y a 50 ans, quand le gouvernement canadien a lancé l'étude d'un pipeline qui traverserait leur territoire traditionnel. C'est Frank lui-même qui a prononcé les paroles les plus inoubliables contre les responsables des compagnies pétrolières. This is Dene land. There will be no pipeline because we no longer intend to allow our land and our future to be taken away from us to make someone else rich. There will be no pipeline because we are awakening to see the truth and we will not go back to sleep. Le pipeline a été rejeté. Et au début des années 1980, les aînés ont commencé à nous dire qu'il fallait garder la forêt telle qu'elle est. Il y a un carcajou en bas. Ah non, c'est un loup. Frank et John ont écouté leurs aînés. Et en 2019,
après des décennies de lutte acharnée, ils ont obtenu la création d'une zone d'1 million d'hectares de forêts et de lacs autour de Fort Good Hope. Le territoire de Twi'ta a ainsi été reconnu par le gouvernement comme aire autochtone protégée. Un petit geste face à l'immensité de la forêt boréale, mais une grande victoire pour les Premières Nations du Canada. Frank et John disent que cette zone protégée est le premier outil de contrôle du territoire qui soit de nouveau remis entre les mains des Cashogotinés. Toute entreprise a besoin de l'approbation de la communauté pour explorer ou extraire ici. C'est notre loi territoriale qui s'applique maintenant. Vous voyez le ruban là-bas? Ouais. C'est là où il y a la caméra. Ah, ok. Il y a beaucoup de neige. Oui. La zone protégée de Twi'ta abrite de nombreuses espèces menacées, notamment des grizzlies, des caribous ou des hiboux des marais. Pour répertorier les populations animales et connaître leurs déplacements, les gardiens ont placé plus de 200 caméras à travers la forêt. Aujourd'hui, Twyla et un autre gardien, Buddy, récupèrent plusieurs de ces caméras. Comme on ne peut pas être dans la forêt 24 heures sur 24 et 365 jours par an, on a installé des caméras qui nous permettent de mieux comprendre les changements. Les changements de niveau de l'eau, le dégel du pergélisol, l'arrivée de nouveaux animaux à cause du changement climatique. En collaboration avec les biologistes de l'Université de Colombie-Britannique, les gardiens utilisent les images pour établir une base de données sur la faune. Des informations précieuses pour protéger le territoire contre de nouveaux projets d'exploitation, tels que ceux qui l'abîment déjà en amont du fleuve. Plus de la moitié du pétrole canadien provient du bassin du Mackenzie. Mais sur les terres Dene, hors de la zone protégée de Twi'ta, les activités d'extraction fossile affectent aussi depuis plusieurs décennies la santé de la communauté et des êtres vivants qui vivent le long des rives du fleuve. À 140 km au sud de Fort Good Hope se trouve la ville de Norman Wells, dans une zone d'exploitation pétrolière. La ville et la raffinerie ont été construites directement sur les rives du fleuve Mackenzie, entraînant des conséquences pour tous les riverains. Quand la ville s'est développée, les autochtones qui peuplaient ces terres ont vécu un triste sort. Ethel Blondin, la tante de Twyla, en faisait partie. Sa famille a été déplacée de leur camp ancestral par Imperial Oil. Un jour, ils ont voulu revenir dans leur camp, mais il avait été détruit. Bonjour, Tata. Et c'est à partir de là que son combat a vraiment commencé. Première femme autochtone élue au Parlement canadien, Ethel a passé sa vie à lutter pour la protection de la forêt boréale et pour la justice sociale de son peuple. Twyla lui rend visite pour la première fois depuis qu'elle est devenue gardienne. Elle a prononcé son tout premier discours dans notre langue. Et le fait qu'elle ait osé faire ça, c'est pour moi tellement inspirant. Là, c'est moi à 9 ans, à Inuvik. À 72 ans, Ethel n'est plus membre du Parlement, mais elle poursuit son combat en sensibilisant les jeunes Dene sur leur histoire et la connexion de leurs ancêtres avec la forêt. Et elle, c'est ma mère adoptive. Ces trois-là sont des sœurs. Elles ont toutes été envoyées en pensionnat. Leur mère s'est suicidée au pensionnat. Il y a un mystère autour de ce sujet. Personne ne sait ce qui s'est passé. Le pensionnat, c'était la peur et la domination. Ils nous déshabillaient de notre culture et de notre langue. Mais les femmes dans notre famille sont très puissantes. Rien ne leur fait peur. Et ta grand-mère était comme ça, elle pouvait tout faire. Et toi aussi. Pour une jeune femme, tu es très puissante. Tu t'occupes de la terre-mère, tu élèves tes enfants et tout ça, n'est-ce pas?
Tu deviens un modèle pour les femmes. Tu deviens un modèle aussi pour les jeunes filles et les enfants. Pour aider Twyla à mieux comprendre les enjeux du combat des Dénés, Ethel tient à lui montrer de près la dure réalité que sa communauté subit depuis la découverte du pétrole sur leur terre. Regarde par là. On voit la flamme. C'est symbolique, cette flamme. C'est comme si elle nous disait « On est là ». Eh bien, nous aussi, on est là. Mais on n'est pas obligé de tout brûler pour le montrer. On n'est pas obligé de construire quelque chose pour montrer qu'on est là. Voilà l'endroit. Cette raffinerie existe depuis 1921 et Imperial Oil annonce depuis le début qu'elle a une durée de vie limitée, qu'elle sera encore en activité 19 ans, 9 ans, 10 ans, 11 ans encore. C'est sans fin. Les gens qui extraient des ressources, qui prennent de l'or, des diamants, du pétrole et du gaz, en règle générale, ils ne laissent rien. Il ne reste plus rien. Ils prennent tout ce qu'ils peuvent extraire de la terre. Alors que nous, on pense toujours à la 7e génération. On pense toujours aux enfants et aux générations à venir qui vont vivre sur cette terre. Et c'est pour ça qu'on essaie de préserver un équilibre. À travers la planète, les peuples autochtones ont de meilleures pratiques de préservation et de conservation que les autres, parce que leurs priorités ne sont pas les mêmes, tu comprends? C'est dur. Comme un défi au peuple Déné, la flamme du complexe pétrolier de Norman Wells brûle au-dessus de leur terre depuis plus d'un siècle. Mais au-delà du symbole, l'impact environnemental est réel. Les fumées qui s'échappent polluent et libèrent des gaz à effet de serre. Mais les Cachot-Gottinet de Fort Good Hope ont identifié un risque encore plus inquiétant. Le complexe de Norman Wells a déjà connu de nombreuses fuites de pétrole et d'eau contaminée, dont la plus récente a eu lieu en 2022. Il s'est passé tellement de choses, comme des tuyaux cassés et des fuites dans l'eau. Et en fait, ils n'ont jamais informé la communauté. On est en aval et on boit cette eau. Pas seulement nous, mais tous les êtres vivants. On ne fait aucune confiance à Imperial Oil. La direction de la raffinerie de Norman Wells prétend n'avoir décelé aucun impact néfaste sur la qualité de l'eau du fleuve Mackenzie. Mais Twyla et sa communauté sont convaincus que la consommation de cette eau les met en danger. Je voulais vous montrer où la communauté vient chercher son eau. On sait que l'eau de la rivière est polluée. Alors presque toute la communauté et même les anciens viennent ici pour s'approvisionner en eau. De l'eau propre et purifiée. Les Autochtones du Canada entretiennent une relation complexe avec les compagnies pétrolières. Pour eux, la transition rapide d'une culture traditionnelle à une économie moderne a été extrêmement violente. Pour subvenir aux besoins de leur famille, certains ont même dû accepter des postes dans ces compagnies qui pillent et polluent leurs terres. C'est le cas de Buddy Gully, qui est récemment devenu gardien aux côtés de Twyla après 12 ans de travail sur le site de Norman Wells.
Il y avait beaucoup de choses que j'aimais pas quand je travaillais pour eux. Par exemple, il y avait des fuites de pétrole et ils disaient rien, en pensant que personne ne verrait rien. En fait, ils faisaient beaucoup de mal à l'environnement. Ça m'allait pas bien. J'avais l'impression que c'était moi qui faisais mal à la terre-mère et aux animaux. Je faisais de bien à personne, ni à moi. Et puis cette opportunité avec les gardiens s'est présentée, alors maintenant j'ai l'impression de faire quelque chose de vraiment bien. De plus en plus inquiets quant à la qualité de l'eau du fleuve, Twyla et les gardiens ont récemment mis en place leur propre programme d'analyse. Le programme des analyses de l'eau a été mis en place parce que beaucoup de nos habitants sont morts d'un cancer. J'ai même perdu mon père d'un cancer. Je pense vraiment que c'est à cause de l'eau et le fait qu'on habite en aval de la compagnie Imperial Oil. Ils testent l'eau depuis 20 ans et pourtant ils n'ont jamais partagé les résultats avec nous. On veut analyser et contrôler nos propres données. Deux fois par an, les gardiens prélèvent plusieurs échantillons d'eau à environ 10 km en amont de Fort Good Hope. Si l'opération est simple pendant les saisons chaudes, en hiver, c'est une toute autre histoire. Je m'attendais pas à ce que ce soit aussi épais. 1, 2, 3, 4. Ça mesure environ 1,5 mètre. C'est peut-être mieux par là. D'accord. Les gardiens envoient leurs échantillons à un laboratoire. Ils ne sont qu'au début de leur programme. Et il faudra des années pour savoir si l'eau est responsable des problèmes de santé des Cachogottinais. Les premières analyses ont déjà montré une présence inquiétante de mercure dans les eaux du fleuve Mackenzie. Ce métal lourd n'est pas cancérigène, mais il présente un risque sérieux pour la santé humaine et peut avoir des effets désastreux tout au long de la chaîne alimentaire. Selon les scientifiques, les niveaux élevés de mercure pourraient être liés aux activités industrielles en amont, mais aussi au réchauffement climatique. La hausse des températures accélère la fonte du pergélisol, entraînant la libération de nombreux polluants, piégés dans le sol gelé pendant des centaines, voire des milliers d'années. Tout est noté. L'heure, la date, l'emplacement. Ça nous donne un point de référence à ce niveau de la rivière par rapport aux données en aval de rivière, là où nous puisons notre eau. Comme ça, on sait ce qu'il y a dans l'eau avant qu'elle n'arrive à Fort Good Hope. Tout est prêt à être expédié au sud, au centre de recherche de la taïga. Pour pouvoir faire leurs propres recommandations au gouvernement et mieux gérer l'état global des eaux de la forêt, dans les années à venir, les gardiens feront d'autres analyses sur les lacs et les petites rivières. Si Twyla et les gardiens sont convaincus aujourd'hui de l'importance de la science pour mieux comprendre et préserver la forêt, il existe pour eux un autre facteur encore plus fondamental. Le lien entre l'homme et la nature. Une connexion que Twyla a appris à ne jamais tenir pour acquise.
L'une des choses les plus importantes qu'on m'ait apprises est de ne jamais dire « je sais », mais de toujours observer. Twyla a construit son lien avec la forêt grâce aux enseignements de son père. Aujourd'hui, elle veut approfondir cette connexion pour mieux la transmettre aux jeunes membres de la communauté. À travers son travail de gardienne, elle a trouvé un nouveau mentor, Wilfred Jackson. Wilfred, il y a tellement de choses à dire sur cet homme. C'est le genre de personne qui n'aime pas attendre. S'il veut faire quelque chose, il le fait maintenant. À 82 ans, Wilfred passe la plupart de ses journées dans la forêt. Il est l'un des seuls membres de la communauté Kashogotineh à continuer à chasser pour subvenir à ses besoins. Twyla se joint à lui pour profiter de ses enseignements. On travaille vraiment bien ensemble. Certaines personnes disent « c'est un travail d'homme, tu ne peux pas faire ça ». Mais lui, il m'encourage. « Non, tu veux le faire, vas-y ». Et il me dit « ne laisse rien ni personne t'arrêter et ne laisse personne te dire que tu n'es pas capable de faire les choses ». Il y a des traces de lapin ici. Je vais tendre un piège là-bas. C'est là qu'il court, juste là. Il faut placer le piège à cette hauteur du sol. Sinon, le lapin sautera dessus. En général, les lapins des îles sont des lapins gras. Des bons lapins. Les lapins des îles sont plus gros que ceux de l'intérieur? Oui. Ils sont pas comme les lapins de la brousse. Ils mangent des saules. Il faut couvrir tous les trous pour que le lapin n'ait qu'un seul chemin, un seul passage. Ensuite, tu mets un petit bâton sous le piège pour que le lapin passe sa tête dans le cercle. Et comme ça, on l'attrape. On marche quelques mètres et on en pose un autre. Sur les traces de Wilfred, Twyla apprend bien plus que les simples compétences nécessaires à la survie en forêt. En observant ses gestes et en écoutant ses paroles, elle renforce son lien ancestral avec la terre. Piégé! Ça y est? Avant l'introduction des religions occidentales, le peuple d'Énée avait toujours eu une vision animiste du monde naturel. La terre n'est pas seulement un lieu physique où ils vivent et travaillent, mais aussi une source spirituelle où tout a une âme. Tout est connecté. L'eau, l'air et les arbres. C'est comme un grand cercle. Je veux voir comment tu le dépeces. Tu vois les lignes ici? Oui. Tu coupes par là et tu décolles la peau. Et à quoi sert la fourrure? Tu peux en faire un chapeau de fourrure si tu veux. Les Inuits font ça. Ils en font de très beaux. Ils font vraiment de bons anoraks. Il en est où ce feu? Ça brûle. Pour reprendre des forces après une longue journée en forêt, Wilfred offre à Twyla une petite récompense. Un rat musqué grillé.
C'est pas un élan. Comment dit-on un élan en langue des nés? Un élan? Oh, je l'ai bien dit? D'accord. Donc pour dire qu'il n'y a pas d'élan, on dit... Tu vois notre corbeau là-bas? Il nous montre le chemin vers les élans. J'ai vu plein de traces sur le lac. Ils doivent être quelque part par là. Ça a l'air cuit. On va mourir de faim. C'est pas le même goût que les oies. Pour moi, ça a le goût des oies. J'aime bien tout ce gras dessus. C'est délicieux. Ça y est, faut rentrer. Wilfred et Twyla se séparent sur le chemin du retour. La jeune gardienne a décidé qu'il est enfin temps d'accomplir un rite de passage. Ma grand-mère a toujours nourri les corbeaux. Elle disait, tu dois aussi t'occuper des oiseaux parce qu'un jour, ils pourraient t'aider. Ils pourraient te montrer où se trouvent les élans et les caribous. Guidée par les paroles de sa grand-mère et la connaissance de ses aînés, Twyla franchit une étape décisive sur son chemin spirituel. Pour le peuple des Nés, la chasse est une activité sacrée, une façon de se connecter au monde naturel et d'honorer les animaux dont ils dépendent. On prend ce dont on a besoin, mais on redonne aussi. C'est comme une offrande. Ça peut être des feuilles de tabac ou de thé. C'est juste une façon de montrer du respect. Je sais qu'il est peut-être difficile de comprendre notre façon de vivre, mais nos ancêtres nous ont appris que les animaux qui nous entourent donnent leur vie pour permettre notre survie. Donc, quand tu attrapes ton premier élan, il faut l'offrir aux aînés. Selon la tradition, un animal chassé ne doit jamais être considéré comme un trophée à exhiber ou une marchandise à exploiter, mais plutôt comme un cadeau à partager. Cet état d'esprit favorise un sentiment de responsabilité collective envers l'environnement, car les gens comprennent que la santé de la forêt est nécessaire à la survie et au bien-être de chacun. La plupart d'entre nous avaient l'habitude de manger cette viande tout le temps, quand on avait nos attelages de chiens. On n'était pas souvent malade, c'était comme ça. On n'avait pas besoin de beaucoup d'argent à l'époque pour voyager. C'est pas comme aujourd'hui où tu as les motoneiges, l'essence et toutes ces choses. Tout ça coûte beaucoup d'argent. À l'époque, ça coûtait rien d'aller dans la forêt avec ses chiens, mais il fallait travailler dur pour nourrir son attelage. Ils couraient vite, les chiens. On avait l'habitude de voyager avec des traîneaux depuis Fort Guthrup, vers la montagne, par le grand fleuve. On y allait pour chasser et faire de la viande séchée. Je me rappelle que je regardais ma mère préparer la viande séchée. À force de l'observer, j'ai commencé à faire comme elle. Je travaillais la viande, moi aussi. On coupait la viande comme ça, on découpait les os et on retirait toute la moelle des os.
Même la rotule? Oui. Rien ne se perd. Il y avait aussi beaucoup plus de lapins à cette époque. Oui. J'ai remarqué qu'il y avait beaucoup moins de lapins maintenant. Oui. Beaucoup plus de lapins à cette époque, sur tout le territoire. Partout où tu allais, il y avait des lapins. Je me demande pourquoi. Si tu pièges au même endroit tout le temps, tu vides tout le territoire. Alors que si tu pièges dans un espace une année et que l'année suivante, tu vas dans un endroit différent et que l'année d'après, tu vas encore dans un autre endroit, à la fin, quand tu reviens là où tu as commencé, tu retrouveras plein de lapins à nouveau. C'est comme ça qu'on travaillait avant pour éviter de tout décimer. On ne cherche pas de l'or et des trucs comme ça. L'argent n'est pas une religion. T'en gagnes, t'en mets de côté, l'argent s'accumule et puis un jour tu vieillis et tu deviens trop vieux pour le dépenser. Qu'est-ce que tu veux en faire? Regardez ce qu'elle fait. Il n'y a pas beaucoup de monde qui sait faire ça. En plus, elle essaie d'enseigner aux jeunes filles, mais la plupart d'entre elles n'en ont rien à faire. Elles ne sont pas encore prêtes à apprendre. Pourtant, c'est bien d'apprendre à travailler comme ça. Un jour, d'autres personnes commenceront à le faire aussi. Pour moi, c'est beau. J'aime ça. Chaque jour, on apprend quelque chose de la Terre. En ravivant les traditions, Twyla redonne espoir à Wilfred et aux autres d'aînés de sa génération. Face à une société moderne omniprésente, les aînés ont craint de voir disparaître la sagesse de leur peuple, qui a toujours eu conscience de sa place au sein de la forêt. J'ai chassé mon premier élan. Merci. Avec plaisir. C'était mon premier élan. Bravo. S'ils veulent assurer la pérennité de cette culture millénaire, Twyla et les gardiens devront à leur tour la transmettre. En passant tout ce temps avec les anciens, en apprenant d'eux, en acquérant leur savoir, je ressens désormais qu'il est de mon devoir de le transmettre. C'est le début du printemps à Fort Good Hope. Comme chaque année, les cachots gotinais célèbrent l'arrivée des beaux jours avec une fête traditionnelle. Les jeux qui la rythment se sont transmis de génération en génération et rappellent aux jeunes leurs racines culturelles. Mais avec l'arrivée des technologies modernes, beaucoup d'entre eux se sont perdus dans un monde virtuel. Chaque printemps, Twyla et les gardiens invitent certains des plus isolés à vivre une expérience au cœur du territoire protégé de Twi'ta. Leur objectif, aider ces jeunes à comprendre la force de leur lien ancestral avec la forêt et créer les prémices d'une nouvelle génération de gardiens. Sois sage, d'accord? Brooklyn, un petit câlin? Je m'en vais, ma chérie. Cette année, les gardiens ont invité deux jeunes, Sadé et Robert. Pendant plusieurs jours, ils vivront ensemble dans la forêt, comme le faisaient leurs ancêtres. On emmène certains jeunes qui ont des soucis dans leur vie. Ça se voit dans leurs yeux, comme s'il leur manquait quelque chose. On m'a parlé de Twi'ta et quand on m'a dit que j'allais y aller, ça m'a rendue heureuse. Je me sens soulagée de quitter la ville.
le groupe passera ses nuits dans des cabanes à une 60aine de kilomètres de Fort Good Hope. Si les motoneiges sont plus rapides que les chiens de traîneau, elles sont beaucoup plus bruyantes et moins confortables. Pour Sadeh et Robert, le voyage risque d'être très long. Je me sens tellement emmitouflée et maladroite. J'ai l'impression d'être une guimauve. Après s'être réchauffés, Twyla et ses compagnons se mettent au travail. Ils profitent de la présence du doyen des gardiens, John Toback, qui partage avec eux son expérience du territoire. Toute cette zone ici, c'est Twi'ta. Tout cela est Twi'ta. Dans notre langue, Twi'ta signifie le pays des lacs et de l'eau. Comme vous le voyez, ce territoire est plein de lacs et d'eau. On est par ici. Vous voyez? Ce lac s'appelle Tunit-Litwi. Je ne sais pas comment vous traduiriez ça en anglais. Ils l'ont nommé Flush Lake, je ne sais pas pourquoi. Tout le monde sait où se trouve ce lac. C'était comme un lac de rencontre. Tout le monde s'y retrouvait. C'est important d'apprendre notre langue. Après mon retour du pensionnat, j'ai dû réapprendre la langue. À mon âge aujourd'hui, j'apprends encore. Donc pendant ce voyage, même si vous n'apprenez qu'un mot, même le nom d'un lieu sur cette carte en langue des nés, c'est bien. Et lorsque vous voyagez, il faut respecter la terre. On n'abat pas des arbres pour rien. Lorsque vous arrivez dans un endroit, remerciez la terre. Prenez un peu de tabac, du sucre, du pain ou des sachets de thé, mais ne jetez pas le papier. Quand vous nourrissez la terre, vous expliquez aux esprits le but de votre venue. Oui. Et vous la remerciez. Merci de m'avoir permis de voyager sur votre terre. Je vois beaucoup de potentiel en Sadeh et en Robert. J'espère vraiment qu'ils profiteront de cette expérience pour apprendre à protéger la forêt. Les jeunes, venez par ici. Pendant plusieurs jours et plusieurs nuits, Twyla et les gardiens font voyager Sadeh et Robert dans les traces de leurs ancêtres d'aînés. Ils sont partis ou ils sont morts? Non, ils sont au repos dans leur nid de castor. Tant qu'ils restent là-dedans, ils vont bien. C'est là qu'ils vivent. Ils leur apprennent que même sous une couche encore épaisse de neige printanière, la forêt boréale est un univers riche en vie. Quand on adopte ce mode de vie, tout ce qui est autour de vous vous montre quelque chose. C'est la connexion à la terre. Vous voyez tout ce qui vous entoure. Vous êtes à l'écoute, attentif, reconnaissant de ce qui vous entoure. Il y a des signes autour de vous. Il faut juste apprendre à les lire. Ce n'est peut-être que le début d'un processus long et ardu, mais Twyla est rassurée. Les sourires de Robert et Sadeh témoignent déjà de la connexion naissante avec la forêt boréale. Merci de nous avoir accueillis parmi vous.
La connexion profonde avec la terre-mère m'a profondément aidée. Et je veux que mes arrière-petits-enfants vivent comme je vis. Sachant que leurs grands-parents, leurs tantes et leurs oncles se sont battus pour cette terre et pour eux. Parce qu'on est fort que quand on est tous ensemble.